En fait, on a un champ de compétences, de missions et d'expertise qui est assez large et ce qui fait d'ores et déjà, en fait, la difficulté de notre reconnaissance parce qu'en fait, on travaille aussi bien les puéricultrices, aussi bien à l'hôpital dans les services de pédiatrie que dans un exercice plutôt qu'on appelle extra-hospitalier, c'est-à-dire en protection maternelle et infantile, par exemple, ou encore en formation dans les instituts de formation, notamment pour les auxiliaires de puériculture ou bien encore les puéricultrices elles-mêmes. On exerce aussi également en établissement d'accueil jeunes enfants, dans des missions de direction ou sur des missions de référent santé accueil inclusif. On exerce également en protection de l'enfance, dans tout ce qui est en lien aussi avec donc les structures d'accueil et tout ce qui est aussi tous les exercices en lien avec l'accueil des enfants en situation de handicap. Je pense notamment aux IME ou encore aux IME, Instituts médico-éducatifs. CMI, c'est les centres médicaux infantiles. Voilà. Et puis, on a un nouvel exercice qui se développe de plus en plus, c'est l'exercice libéral aussi, c'est-à-dire où on fait des consultations en ville, comme pourrait le faire par D'accord. exemple un pédiatre ou voilà, Un, un généraliste aussi. voilà, un généraliste, etc. Donc en termes D'accord. en termes de champ de compétences, en fait, là où il y a un enfant, il devrait y avoir une puéricultrice, en fait. C'est D'accord. voilà, notamment aussi, j'ai oublié un exercice aussi où on est souvent pas reconnaissable, mais où on est présente, c'est l'éducation nationale aussi. Mhm. Voilà. Par exemple, les infirmières de l'éducation nationale, elles sont souvent infirmières puéricultrices. Elles ont souvent cette spécialité. On s'occupe des enfants. Donc, dans notre formation, nous sommes formés et expertes sur le développement psychomoteur des enfants de 0 à 18 ans. Des fois D'accord. même au-delà, dans le sens où, par exemple, quand on travaille en service hospitalier, notamment en pédiatrie ou en chirurgie pédiatrique, on suit de Mhm. grands enfants, parce qu'en général, voilà, sur de l'orthopédie ou d'autres pathologies comme celle-ci, quand les enfants en sont atteints, généralement, ils sont suivis plus longtemps dans les services de pédiatrie. Et en fait, en hospitalier, on est vraiment sur 0 à 18 ans. Aussi, ce que j'ai oublié, c'est tout ce qui est santé mentale aussi, voilà, où on exerce. Après, sur les établissements d'accueil jeunes enfants, forcément, on sera plutôt sur des 0 à 3 ans, donc les 1000 premiers jours. Sur la PMI, la PMI ne prend en soin les enfants que de 0 à 6 ans, donc on sera plutôt sur des 0 à 6 ans. Et ensuite, bah, formation, ce sera pas des enfants. Et l'éducation nationale, bah, par contre, on peut être de 0 à 18 ans, quoi. À mon sens, on est vraiment dans un changement de paradigme aujourd'hui, notamment sur la place de l'enfant dans notre société. Et de ce fait, en ricochet, la place des professionnels qui s'en occupent aussi. Alors, c'est des vases communicants, hein, Mhm. j'allais dire, nous, en tant qu'infirmière puéricultrice, ce qu'on défend principalement, c'est le fait qu'un enfant, c'est un individu particulier. Ça n'est pas Mhm. un individu lambda. Et donc, de ce fait, quand on le prend en soin et quand on prend en soin son environnement, on doit être formé. Ce n'est pas notre formation généraliste, entre guillemets, on appelle ça métier socle, qui suffira à connaître et à avoir les connaissances, l'expertise pour prendre en soin correctement cet enfant et son environnement et la manière dont il évolue dans cet écosystème. Et en fait, moi, je rejoins vraiment j'allais dire, cette prise de conscience avec vraiment j'allais dire, des prises de conscience qui se font depuis ces dernières années, ces 10, 20 dernières années, sur d'abord la place de la femme, parce qu'on est aussi une profession essentiellement féminine, Mhm. et donc féminine, j'allais dire, de fait aussi, bah, une profession féminine, mais donc
qu'est-ce qu'on a attribué comme rôle à la femme, c'est-à-dire s'occuper de l'enfant et en plus s'occuper de l'enfant gratuitement, entre guillemets. Donc il y a aussi cet aspect-là de se dire on sort de l'ombre avec cette idée que en fait s'occuper de l'enfant c'est un vrai métier, c'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend et en plus il faut être expert pour s'en occuper correctement parce que être une mère et s'occuper de son enfant, c'est une chose, mais être une professionnelle et s'occuper des autres enfants, c'en est une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Si je prends voilà, soin de la planète, je prends aussi soin des individus qui la constituent et vice-versa. Voilà, c'est un cercle vertueux. Et plus je prends soin de ma santé et de la santé justement de mon enfant, et plus j'y fais attention et plus je prends soin de la planète. Pour vous donner un exemple, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a une augmentation très importante des maladies chroniques chez les enfants. L'obésité, l'asthme, les allergies, pardon, le cancer, etc. Ça, ces maladies-là, ce sont des maladies chroniques et ce sont des maladies qui vont être génératrices de soins et de soins curatifs. On sait aussi aujourd'hui que le domaine de la santé est un des principaux domaines qui est générateur de gaz à effet de serre. Donc, si on réfléchit en dézoomant, on se dit moins on consomme de soins curatifs, entre guillemets, liés aux maladies chroniques, donc moins on a de maladies chroniques, plus les gens sont en bonne santé et plus on préservera la planète. Les produits cosmétiques, typiquement, aujourd'hui, il y a une gamme infinie de produits cosmétiques pour l'enfant, alors qu'il n'est en réalité aucunement nécessaire d'utiliser un produit cosmétique pour un enfant. Bien au contraire, alors je ne dis pas de ne pas laver son enfant, mais le laver avec parcimonie, c'est beaucoup mieux parce que physiologiquement, la peau de l'enfant est beaucoup plus fine que celle d'un adulte. Et plus on lave un enfant, et plus on enlève cette barrière protectrice et plus on risque d'endommager, j'allais dire, la barrière protectrice de l'enfant. Et en fait, ça, c'est pour beaucoup de choses. Par exemple, notamment dans notre guide éco-puriculture, on explique aussi comment préparer la chambre de l'enfant et notamment éviter à tout prix finalement de repeindre la chambre de son enfant juste avant son arrivée parce qu'on sait que ça relargue, les peintures relarguent une somme de substances qui vont être inhalées pareil de manière plus favorable chez le tout jeune enfant. Des choses comme ça en fait. Et cette éco-conception, elle est aussi dans une idée de transition écologique, mais d'aller vers une moindre consommation aussi finalement. Parce que j'allais dire pas d'un retour aux sources, hein, parce que l'idée, c'est pas de retourner complètement en arrière, mais en tout cas de ne pas être dans l'accumulation qui ne sert à rien. Et puis souvent aussi, cette éco-conception, elle est aussi dans l'idée de, en fait, ce qui est le plus important pour un enfant, finalement, pour son développement, ce qui lui est essentiel, c'est lui donner du temps. C'est tout. Notre guide éco-puriculture, on essaye aussi de le. Alors, il est plutôt pour les familles, les parents et les professionnels qui sont auprès des enfants, mais il est aussi pour permettre une prise de conscience pour nous professionnels, parce qu'effectivement, on a été habitués, en plus moi je suis d'une génération où on utilisait l'usage unique à tout va, mais vraiment à tout va, quoi. Et les sets de pansement à usage unique, les sachets de compresse à usage unique, etc. Et c'est aussi cette idée de dire aux professionnels, enfin de faire prendre conscience aux professionnels de l'impact lui-même qu'il a effectivement sur la planète et du rôle à jouer qu'il a justement pour diminuer cette consommation et puis surtout au-delà de ça pour montrer l'exemple en fait. Et il y a un autre, Mais
il y Mm. a un autre domaine, notamment tout ce qui est utilisation des produits ménagers. En fait, les professionnels de la petite enfance, notamment, enfin les femmes d'une façon générale, les professionnels de la petite enfance, ils sont particulièrement exposés parce que de la même façon, souvent, euh, celles qui font le ménage, bah, c'est des femmes. Et les Mm. produits sont hyper toxiques. Et les produits, donc, pour les enfants, les très jeunes enfants, le sont d'autant plus parce que eux, ils sont toujours à même le sol, en fait. Donc, Mm. un produit toxique laissé au sol, c'est un produit qui va rentrer directement dans la bouche de l'enfant par l'intermédiaire des jeux qu'il porte à sa bouche, de la Mm. nourriture qu'il apporte pardon, à sa bouche, etc. Les infirmières, d'une façon générale, elles ont une espérance de vie à l'hôpital qui est de 5 ans déjà. Alors, les puéricultrices, pardon, on Mm. gagne un peu j'allais dire un peu d'espérance de vie parce que justement, on peut changer d'exercice. C'est-à-dire, on peut partir en extra-hospitalier, notamment en protection maternelle et infantile ou encore en formation, ou en tout cas, on peut faire autre chose, entre guillemets. Donc, on a une petite porte de sortie par rapport au rythme infernal, justement, de l'hôpital. Alors, vous dire comment on tient, ben, on tient pas, en fait. Hein. Moi, j'en suis la preuve concrète. J'ai quitté l'hôpital parce que c'était soit j'avais une opportunité de partir, donc je l'ai saisi, parce que soit c'était ça, soit je pense que je finissais en burn-out, hein, clairement.